Premier temps, les années 1919-1922, les années des premiers pas de cette institution. Le 19 février 1919, donc à l'archevêché de Paris, se tient la première rencontre des cardinaux et archevêques sous la présidence du cardinal Luçon, archevêque de Reims, doyen des cardinaux français, doyen de nomination des cardinaux français. 12 cardinaux et archevêques sont présents, 6 sont absents. Le chiffre est déjà en soi révélateur de cette nouveauté et de ces attentes inégales face à l'institution. À cette date, 1919, 2 formes principales de rencontres épiscopales existent dans l'Église catholique. La première renvoie à une forme canonique classique, les conciles nationaux devenus très rares, les conciles provinciaux autour des métropolitains, moins rares, sans être très fréquents. La deuxième forme, à peine effleurée dans le Code de 1917, le canon 250, se situe dans une perspective assez floue pour permettre aux évêques de travailler en commun face aux défis politiques, idéologiques, sociaux, dans une société qui se démocratise, et les premières initiatives remontent en fait au milieu du XIXe siècle, par exemple en Allemagne et aux États-Unis. La France du XIXe siècle a connu un assez bref moment de renouveau des conciles provinciaux après la Révolution de 1848, avec quelques prolongements jusqu'en 1873. Mais le Concordat, on le sait, le Concordat de 1801, interdit toute concertation nationale sous quelque forme que ce soit. En revanche, la séparation de l'Église et de l'État rend possible et même nécessaire la réunion d'assemblées plénières pour gérer la crise. 3 assemblées sont convoquées en mai 1906, septembre 1906 et janvier 1907. Ces assemblées mettent en évidence les divisions de l'épiscopat, mais aussi les désaccords entre une majorité disposée à admettre le nouveau statut par-delà la condamnation de principe et le refus de toute coopération imposée par Rome. Le Saint-Siège met un terme à l'expérience par une lettre du secrétaire d'État Méry Delval à l'archevêque de Paris le 22 novembre 1907, ou plus exactement diffère l'expérience en suggérant de convoquer au préalable des conférences régionales, non pas des conciles régionaux, mais des conférences régionales. Quelques-unes se tiennent au début de l'année 1908 sur un programme soumis à Rome qui peut refuser, par exemple le programme de la province de Bordeaux a été refusé, mais ces essais de 1908 sont sans suite. Restent alors seulement les rencontres des évêques pour la rentrée des facultés catholiques, dont l'objet est assez précis, même si les débats peuvent quelque peu déborder cet objet, et les réunions provinciales, dont la régularité et le contenu sont assez inégaux, et la guerre met souvent un terme, ou en tout cas ralentit ces réunions. En 1914, les cardinaux, conscients de l'insuffisance du dispositif, proposent de se réunir régulièrement en formant un conseil. La guerre ne permet pas la réalisation du projet. Le cardinal Luçon reprend le projet au lendemain de l'armistice et le soumet au pape Benoît XV lors d'une audience en décembre 1918. Le pape lui suggère d'adjoindre les archevêques aux cardinaux. L'objectif majeur est de donner des directives aux catholiques, en particulier dans la perspective des élections législatives dont la date n'est pas encore fixée, mais dont l'échéance s'approche. L'idée est celle d'une lettre pastorale collective que le cardinal Luçon définit comme un exposé simple, calme, ferme et modéré. Le pape Benoît XV et le secrétaire d'État Gaspari ne veulent pas intervenir directement, mais ils entendent renouveler les directives du ralliement dans le prolongement de l'union sacrée,
à l'heure où l'on envisage la reprise des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège, est l'octroi d'un statut légal à l'Église de France. 2 dossiers que Rome se réserve et sur lesquels, explicitement, l'épiscopat français est invité à ne pas interférer. Le Saint-Siège n'ignore pas la position intransigeante de nombreux membres de l'épiscopat français qui a été recomposé dans cette perspective par le pape Pie X, même si des sensibilités différentes cohabitent. La rédaction de la lettre ne se fait pas sans tension. Elle aboutit à un compromis qui déçoit les partisans de l'apaisement comme les tenants de la ligne dure, et l'on voit les premières dénonciations de l'épiscopat de certains évêques français partir à Rome, par exemple Monseigneur Marty, évêque de Montauban, qui écrit au pape pour dénoncer le texte qu'il a lui-même signé. Le pape juge dès lors nécessaire de parler en répondant à l'envoi du document par le cardinal Luçon. Il confirme la validité des directives de Léon XIII, jamais révoquées, écrit-il. Il évoque aussi la réconciliation nécessaire des belligérants d'hier, un propos que le cardinal Luçon juge prématuré et demande au pape d'enlever avant de publier le document, ce que Benoît XV accepte. Il est intéressant de noter qu'à partir des années 1930, tous les textes de présentation de l'Assemblée des cardinaux et des archevêques oublient cette dimension politique initiale de la réunion de février 1919. Il y a eu d'autres thèmes, je ne les développe pas. Ils mettent simplement en avant la question des ressorts des facultés catholiques qui figurait en fait au programme de la seconde Assemblée en 1920. Évoquer une réunion pour des motifs politiques pouvait créer quelques difficultés. À l'issue de la première réunion, les cardinaux et les archevêques ont émis le vœu de se réunir chaque année, ce que le Saint-Siège accepte. Mais le Saint-Siège entend garder le contrôle en demandant que les PV, les procès-verbaux, lui soient soumis avant d'être diffusés aux suffragants et en excluant certains sujets, en effectuant aussi des rappels à l'ordre assez vifs, par exemple en mars 1921 sur les futures associations diocésaines auxquelles bien des évêques sont en fait hostiles. Le secrétaire d'État écrit « Sa sainteté a remarqué que l'Assemblée, en regrettant les articles en faveur des cultuels publiés dans ces derniers temps, aurait dû exprimer les mêmes sentiments par rapport à certains écrits publiés par quelques prélats qui, en défendant avec zèle la condamnation prononcée par l'encyclique Gravissimo Officii en 1906, ont dépassé la mesure et attribuent à ce document pontifical le caractère d'un enseignement doctrinal ex cathedra dont il n'a pas été revêtu. Je tiens à vous confirmer la volonté auguste du Saint-Père que le silence le plus complet soit observé désormais sur cette question. » Le ton est assez vif et il le restera pendant plusieurs années. Les cardinaux et les archevêques n'en poursuivent pas moins leurs réunions et commencent à mettre en place des structures, une commission permanente en 1921, au sein de laquelle l'archevêque de Cambrai, Monseigneur Cholet, figure de l'intransigeance, occupe une place décisive. La commission doit consulter les évêques sur le programme, les projets, mettre en œuvre les décisions. Il y a également un projet de comité d'études, notamment autour de la question scolaire, qui en France a toujours une importance décisive. Et un embryon de secrétariat est confié au père Janvier, dominicain, plus intransigeant encore que Monseigneur Cholet. On est en 1922. Et l'Assemblée de 1923 décide même de transmettre son procès-verbal aux évêques après un mois, sans attendre la réponse de Rome. Ce point ne manque pas de faire réagir le Saint-Siège. Et je passe au deuxième temps, les années 1923-1928, qui sont des années où l'institution nouvelle, et ce fait est peu connu, a été régulièrement menacée de disparaître. Le cardinal Gaspari, donc, étonné par ces dispositions du procès-verbal, décide de le transmettre pour examen au cardinal de Laï, le préfet de la congrégation consistoriale.
Une crise se noue donc autour de deux aspects. Les interrogations de la curie sur les conférences épiscopales des évêques à travers le monde. Je prends le terme de conférence épiscopale de façon générique, ce n'est pas le terme qui est nécessairement utilisé à l'époque. Et puis, deuxième aspect, qui interfère constamment, les affrontements entre Rome et l'épiscopat français sur les dossiers les plus sensibles. Premier point, il faut donc replacer le destin de l'Assemblée des cardinaux et archevêques dans le cadre de la réflexion globale sur les conférences que le canon 250, assez vague, place sous l'autorité de la congrégation du concile, même si dans les faits, la congrégation consistoriale et surtout la congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires, qui n'ont finalement d'extraordinaire que le nom parce que tout aboutit là, en tout cas tout ce qui est important, ces deux congrégations imposent leur autorité. Ces conférences, quel que soit leur nom, fonctionnent alors dans de nombreux pays. Par exemple, l'Espagne s'est dotée en 1921, sans doute sur le modèle français, d'une conférence des métropolitains. Et ces conférences suscitent beaucoup de méfiance dans la curie romaine. Les accusations sont multiples. On les accuse d'usurper le rôle des conciles pléniers, on les accuse de se réunir avec trop de solennité. Ce n'est pas le cas en France. C'est en Pologne, notamment, face à la Pologne, que cet argument est tenu. On les accuse de ne pas tenir compte des avis pontificaux, etc. L'année 1922 est marquée par une crise autour du National Catholic Welfare Council américain, qui avait été créé en 1919 par transformation d'un organisme de guerre. La congrégation consistoriale prononce la dissolution de cet organisme en lui reprochant surtout la mise en place d'organes permanents. Je vous rappelle, l'année précédente, la nouvelle Assemblée vient de mettre en place une commission permanente. Finalement, les évêques américains protestent et l'institution est rétablie, mais sous des conditions extrêmement strictes. Les évêques ne sont pas obligés de participer aux assemblées. Les comités ne peuvent pas être permanents. Ils peuvent se constituer pour étudier un sujet et disparaître ensuite. Les décisions ne sont pas impératives, etc. L'Assemblée des cardinaux et des archevêques, qui s'est inspirée du modèle américain pour ses projets, n'ignore pas cette crise, mais croit pouvoir aller de l'avant en renonçant à créer des comités permanents sous couvert d'une approbation orale des autorités romaines. Le cardinal Delaye, en juin 1922, accepte l'existence de la commission permanente si, dit-il, c'est un organe délégué. Le réveil est donc brutal lorsqu'en juin 1923, le cardinal Delaye transmet à l'archevêque de Paris, Dubois, les votas de deux consulteurs de la consistoriale. Les critiques sont multiples. On reproche le caractère annuel de la réunion, l'exclusion des suffragants, la dimension doctrinale de certains objets, l'envoi des procès-verbaux sans attendre la réponse de Rome, évidemment. Et la conclusion tend à la suppression de l'Assemblée, qui est qualifiée d'anticanonique, destructrice de la hiérarchie et nocive. C'est en latin, les termes sont assez forts. Le cardinal Dubois, dont l'intransigeance a laissé place peu à peu à une modération depuis sa promotion à Paris, réagit sans délai en exprimant sa douloureuse surprise devant une décision, je le cite, méconnaissant la nature de l'Assemblée, ni synode ni concile, mais lieu d'un fraternel échange de vues sur des mesures ou des directives visant à assurer l'unité d'action et l'uniformité de méthode pour la défense des intérêts religieux. Je suis, écrit-il, personnellement, profondément et grandement humilié. Il y a bientôt 23 ans que je suis évêque et je crois avoir donné assez de preuves de mon attachement à la pure doctrine et de mon dévouement au Saint-Siège pour qu'avant de notifier une telle décision, on demandât au moins des renseignements et des éclaircissements. Le cardinal Delaye lui répond en justifiant la position de la consistoriale, contre laquelle le cardinal Luçon se dresse à son tour dans un très long mémoire qui répond point par point au consulteur et qu'il adresse au pape. Je le cite, « Nous entendions dire qu'en France, il y avait des évêques mais pas d'épiscopat.
nous avons voulu cesser de mériter ce reproche en essayant de nous concerter afin de donner à notre action de l'uniformité et de la force. Il rappelle l'histoire, le choix de ne pas convoquer tous les évêques, trop nombreux, dit-il, on les consulte par écrit ou lors des réunions provinciales. Il se défend d'aborder les questions doctrinales. Le secrétaire d'État Gaspari accuse réception du mémoire en assurant le cardinal Luçon de la bienveillance du pape pour l'épiscopat français et transmet le document à la consistoriale. À ce front franco-romain s'ajoute un front franco-français. Beaucoup d'évêques s'interrogent sur la pertinence des assemblées, quelle que soit leur sensibilité. Les intransigeants sont aussi réticents que les plus ouverts, notamment à la conciliation avec la République. Et la province d'Aix est un bastion de la résistance. Quel est notre mandat, écrit l'archevêque d'Aix, quel est notre mandat, sans présidence officielle et représentant le pape, pour entraîner l'Église de France dans tel ou tel sens? Fin 1923, un petit groupe a même l'idée de transférer les réunions de Paris à Tours. Pourquoi? Parce qu'on éloignera ainsi l'Assemblée de tout milieu politique et libéral, mais surtout de l'influence du cardinal Dubois, alors que l'archevêque de Tours, Monseigneur Nègre, est un intransigeant musclé, si j'ose dire. Beaucoup s'abstiennent, le cardinal Andrieux, par exemple, de Bordeaux, est rarement présent. Le Monseigneur Dubois de la Ville-Rabel, l'archevêque de Rouen, note « L'Assemblée des archevêques doit faire quelque chose pour ne pas être un rouage inutile, mais comme elle n'a aucune autorité sur les évêques, elle est liée dans son action pour ne pas sortir de son rôle. » Un peu plus tard, il écrit encore « Il faudrait une absolue liberté de parole dans cette Assemblée, sans interruption, afin que les discussions n'aient pas ce caractère confus qui nous désole tous. » Sur une autre sensibilité, l'ancien évêque concordataire d'Avignon, Lati, écrit début 1923 « Ces sortes de réunions ne sont pas à comparer aux assemblées plénières. Les résultats sont à peu près nuls. » Je pourrais multiplier les citations. Voilà la tonalité de ce front franco-français du début des années 20. Ces incertitudes institutionnelles interfèrent avec les événements qui déstabilisent le catholicisme français entre 1924 et 1927 et accentuent les dissensions entre les évêques d'une part, mais aussi entre l'Assemblée des cardinaux et archevêques et le Saint-Siège d'autre part. Je prends 3 exemples. En 1924, le nonce Ceretti demande à l'Assemblée de supprimer un paragraphe dans la lettre collective en vue des élections législatives préparée par le père Janvier. C'est un passage très hostile à la laïcité où l'on cite habilement une phrase du pape comme point de départ. Les évêques se soumettent. Quelle humiliation, écrit le cardinal Luçon. Monseigneur Rivière, l'archevêque d'Aix, écrit « Voilà un document châtré qui n'a plus de raison d'être que de faire voter nos fidèles pour le gouvernement. Changer une œuvre signée. Il me semble impossible qu'une protestation ne s'élève pas contre de pareils procédés. » Deuxième exemple plutôt, l'année suivante, mars 1925, dans le contexte de l'offensive du cartel des gauches, le Saint-Siège s'oppose frontalement à l'Assemblée, qui a diffusé un nouveau texte très tranchant contre la laïcité, dû une fois encore à la plume du père Janvier. Le secrétaire d'État reproche au cardinal Luçon, je le cite, un ton agressif, un style polémique qui mettent en péril les relations diplomatiques. Il lui reproche plus encore de ne pas avoir consulté Rome, qui a découvert le texte dans la Croix, malgré les engagements pris dans le mémoire de 1923, que l'on avait lu et gardé à Rome. Je l'ai retrouvé d'ailleurs dans les archives de la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires. Les évêques s'étaient engagés à soumettre le programme et les textes par avance, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont beaucoup de difficultés à se justifier. Le cardinal Dubois écrit que le texte n'avait pas été élaboré, on ne savait pas très bien. Et puis,
il écrit « On a oublié à ce moment la nécessité de consulter le Saint-Siège ». Troisième affaire, c'est bien sûr l'affaire de l'Action française, bien étudiée. Le Saint-Siège est déçu par la résistance d'une partie des archevêques et cardinaux français à suivre les impulsions données. Le Saint-Siège critique tout particulièrement le procès-verbal de l'Assemblée en mars 1927. Il y a 2 lignes, écrit-il, sur l'Action française, alors qu'on a un rapport extrêmement long de l'archevêque de Tours, Monseigneur Nègre, contre la démocratie. Le secrétaire d'État écrit, mais ce rapport peut être facilement interprété comme une satisfaction donnée à l'Action française. Et en 1928 et en 1929, je n'entre pas dans le détail, la question revient. Dans le même temps, la Curie romaine n'a pas encore conclu sur le destin des conférences, qu'elles soient en France ou hors de France. Les cardinaux et archevêques français plaident toujours leur cause à Rome, sans être très optimistes. Ils essayent de mettre un peu les formes dans leurs relations, en consultant plus fréquemment le nonce apostolique notamment. La situation est assez gênante parce que le programme est en général accepté avec quelques remarques correctives, mais aucun des procès-verbaux de l'Assemblée n'a été validé par Rome entre 1923 et 1928. Donc, ils n'ont pas été officiellement transmis par les cardinaux et archevêques à l'ensemble de l'épiscopat. Le Saint-Siège, en fait, poursuit l'examen. On l'a vu à travers les propos du cardinal Delay, il est très hostile à ce type d'institution. C'est le pape Pie XI lui-même qui refuse d'interdire ou de suspendre les conférences à travers le monde. Il demande en février 1924 de préparer un règlement général suffisamment large, précise-t-il, pour ne pas heurter les épiscopats. En juin 1925, la réunion plénière des cardinaux de 3 congrégations, affaires ecclésiastiques extraordinaires, consistoriales et conciles, plaide pour l'abolition, mais une fois encore, le pape refuse. En juin 1926, à nouveau, la consistoriale essaye d'aller dans ce sens, mais Pie XI décide le maintien. La décision est alors communiquée au nonce en France, désormais Monseigneur Mallione, qui est invité à étudier des dispositions pratiques. Le pape suggérant d'abolir l'Assemblée des cardinaux et des archevêques et de la remplacer par des assemblées plénières régionales, sans préciser encore le nombre. Le nonce consulte alors 5 cardinaux, les 5 cardinaux français et 9 archevêques ou évêques, plutôt des modérés. Beaucoup de conflits entre l'annonciature et l'épiscopat à ce moment-là. La majorité des réponses est favorable à la création des assemblées régionales. Seuls, finalement, les patrons, je dirais, de l'ACA, Luçon et Cholet, plaident vraiment pour son maintien. Le cardinal Charost, archevêque de Rennes, va tracer le schéma que le nonce va finalement adresser à Rome, c'est-à-dire 4 assemblées régionales, nord-ouest, région parisienne, sud-est, sud-ouest. Nous mourrons, écrit par exemple l'évêque d'Évreux, du silence ou de l'inactivité des uns qu'on oppose perfidement à l'activité doctrinale et aux initiatives sociales des autres. En avril 1928, la plénaria, c'est-à-dire l'Assemblée des cardinaux de la Conférence des affaires ecclésiastiques extraordinaires, décide en revanche le maintien, au moins pour le moment, du système actuel d'une conférence unique pour toute la France à laquelle prennent part tous les cardinaux et archevêques. Alors je dois vous avouer ici que je n'ai pas encore pu consulter, les archives romaines sont complexes, le document, et je vais le faire avant la publication du texte, c'est-à-dire la délibération des cardinaux et les arguments qui les font aller contre, finalement, l'avis du nonce, qui était l'avis du pape. Il me semble, mais c'est une hypothèse pour l'heure,
que dans le contexte de la bataille autour de l'Action française, la dissolution de l'Assemblée aurait été un désaveu brutal de l'épiscopat français. Et donc, il y avait peut-être là une manière de jouer l'apaisement. En cette année 1928, qui est un peu l'année du basculement, les choses commencent à aller mieux à partir de 1929. Mais les conditions sont extrêmement strictes. Le programme doit être soumis au Saint-Siège. Il ne doit être les résultats de la délibération ne doivent être communiqués aux évêques qu'après approbation. Et le secrétaire de la commission permanente doit être renouvelé régulièrement. En fait, Monseigneur Cholet restera à son poste jusqu'à sa mort, malgré une démission vite reprise à la veille de la guerre. Donc l'année 1928, vous le voyez, c'est l'année, on pourrait dire, d'une deuxième naissance, puisque l'Assemblée se dote d'un règlement qui va rester en fonction jusqu'à 1964. Alors, pour terminer cette communication, je vais tracer 3 lignes de force sur la période suivante, que j'aurai l'occasion donc de développer, mais que mes collègues demain pourront anticiper ou approfondir. Premier aspect, à partir de 1930, la stabilisation institutionnelle favorise un apaisement au sein de l'Assemblée, renouvelé peu à peu par la politique de nomination épiscopale du nonce Mallione, ce qui n'exclut nullement les débats ou les tensions. Mais le nonce écrit par exemple en 1931 qu'il constate un esprit nouveau de parfaite concorde et d'obéissance envers l'auguste pontife. La détente est réelle dans les relations avec le Saint-Siège. C'est une confiance vigilante. Les programmes sont approuvés en général sans difficulté. Il y a quelques remarques. Je prends un seul exemple. Pour l'Assemblée de 1931, le programme parlait d'union des œuvres catholiques. Rome suggère qu'il faudrait... d'unification, pardon, des œuvres catholiques. Le Saint-Siège suggère qu'il vaudrait mieux parler d'union ou de coordination. Vous voyez la lecture attentive du programme qui était faite. Les procès-verbaux sont approuvés avec quelques corrections, et notamment pour les documents publics, par exemple une lettre pastorale après les événements du 6 février 1934, le nonce demande des modifications. On voit bien qu'à ce moment-là, d'une certaine manière, le travail de surveillance se déplace de Rome à Paris, de la curie à l'annonciature apostolique. Deuxième ligne, cet apaisement conforte l'autorité de l'Assemblée, même si elle reste toujours une autorité essentiellement morale, qui ne peut pas imposer ses décisions aux évêques, et les évêques ne se privent pas de les ignorer ou de résister parfois. Et c'est un rappel qui est constant jusqu'au Concile, alors même que les débats préconciliaires sont engagés. Je citerai simplement ici un petit épisode, on ne peut pas parler d'un incident, mais d'un échange de courrier de 1962, mars 1962. Le Concile est là, pratiquement. Le secrétaire de la commission permanente, Monseigneur Guéry, donc le successeur de Cholet, est sur le siège de Cambrai et au secrétariat de la commission permanente, rédige une note officielle sur l'autorité et la mission de l'Assemblée pour répondre à des attaques dans la presse intégriste, disons pour faire simple. Il évoque l'autorité de juridiction qui appartient pour l'Église universelle au pape et au corps épiscopal en communion avec le pape. Le secrétaire d'État Cicognani réagit par l'intermédiaire du nonce Bertoli en invitant l'archevêque de Cambrai à la plus grande prudence sur le dossier que le concile abordera. Guéry a pourtant bien pris soin, il l'explique, de ne pas utiliser le mot collégialité. Le schéma sur les évêques est en cours d'élaboration, le schéma préconciliaire. Donc depuis le début jusqu'à son effacement, la question essentielle pour l'Assemblée porte sur la manière d'associer les évêques à son travail. Avec l'Espagne, la France est le seul pays qui, dans cette période, n'a pas d'assemblée plénière permanente ou régulière, simplement cette assemblée. Alors, des évêques sont parfois invités pour présenter un rapport, tardivement.
Ils sont associés par les réunions provinciales, dont la régularité est inégale. Ils sont surtout consultés par courrier sur les thèmes au programme ou les déclarations projetées. Mais dès les lendemains de la guerre, il y a le projet de convoquer une assemblée plénière. Le principe est adopté en 1947. Rome l'approuve immédiatement, dans la logique des réflexions de l'entre-deux-guerres. Mais ce sont les évêques qui jugent le moment inopportun. C'est vrai que l'année 48 est politiquement très agitée et ils pensent que cette réunion pose problème. Et la première assemblée plénière ne sera donc réunie qu'en avril 1951. Elle a failli ne pas avoir lieu une fois encore parce qu'on était à proximité des élections, qu'on devait parler des questions scolaires et finalement l'assemblée a eu lieu. On voit bien combien pendant toute cette période, vue par la presse notamment, la lecture des assemblées est une lecture politique. Les assemblées plénières vont ensuite se réunir tous les 3 ans. C'est une régularité de fait, mais ça n'est pas une régularité officielle. Et elle s'accélère pendant la période préconciliaire où il faut construire désormais la conférence épiscopale. Troisième ligne directrice, et je terminerai par là, l'assemblée plénière va être un instrument de l'assemblée des cardinaux et des archevêques pour obtenir une meilleure coordination, mais plus encore pour obtenir une adhésion formelle des évêques à des décisions parfois difficiles. La question est posée dès les années 30. Il y a notamment un rapport de Monseigneur Suard, qui est à ce moment-là à Reims, en 1939, sur la manière de rendre plus efficace l'Assemblée. Comment orienter et contrôler en particulier les œuvres, les mouvements nationaux, dont les directives sont répandues dans tous les diocèses et concurrencent, voire contredisent, l'autorité de l'évêque dans son diocèse. Une première réponse est apportée en 1931 avec l'organisation de l'Action catholique française et la création de quelques commissions. La deuxième réponse vient en 1945 avec la création du secrétariat de l'épiscopat, distinct donc du secrétariat de la commission permanente, pour faciliter la liaison avec les évêques et les relations avec l'extérieur, la presse, le gouvernement. Donc avec d'abord, on a déjà évoqué son nom, Henri Chapouly, puis Monseigneur Villot et enfin Monseigneur Gouin. Les années 50 constituent une étape décisive sur le plan institutionnel. Le premier but de l'Assemblée plénière de 1951 est l'approbation du projet Felletin, le projet du cardinal archevêque de Paris, de créer une quinzaine de commissions pour renforcer le contrôle de l'action catholique dont les mouvements posent des problèmes croissants à la hiérarchie depuis la fin de la guerre. C'est la volonté aussi de donner des normes pour tout le pays, un directoire sur les sacrements, un directoire sur la question sociale, en 1957 un rapport doctrinal qui est validé par l'Assemblée plénière, et en 1960, la définition des grandes orientations missionnaires de l'Église de France qui vont rester, avec quelques ajustements, jusqu'aux années 70, voire au-delà. L'Assemblée plénière de 1960 marque une nouvelle étape avec une redistribution partielle des commissions, la création d'un secrétariat pastoral qui est confié au chanoine Etchegaray, la création de régions apostoliques pour un travail en commun plus efficace que dans le cadre des provinces officielles. Au seuil de la décennie 1960, donc, si la définition de l'Assemblée reste inchangée, elle se trouve en fait profondément transformée par la multiplication des structures périphériques, avec des tendances bureaucratiques parfois, et la restructuration est encore en cours quand l'élaboration des normes conciliaires exige une transformation plus radicale. Ce sont donc ces structures qui constituent le legs principal de l'Assemblée des cardinaux et archevêques à la conférence épiscopale française, qui se définit dans l'urgence en 1963-1964, en croisant l'expérience inachevée, souvent laborieuse, de coordination menée depuis 1919 et l'expérience de travail en commun menée à Rome pendant les 2 premières sessions du Concile Vatican II. Je vous remercie.
Première dimension, je dirais une organisation en mal d'innovation statutaire. Toute mise en forme juridique est porteuse à la fois d'atouts et de contraintes. Comment faire entrer une organisation religieuse dans un statut sans dénaturer sa mission et sans freiner éventuellement ou formater l'engagement de ses membres? Et aussi comment la faire évoluer. Je tire de l'exposé de Christian Sorel eh bien, l'idée des commissions, des 15 commissions, l'idée des régions, l'importance du contexte conciliaire et le fait aussi que ça se passe effectivement pendant le concile où les évêques se retrouvent, se rencontrent. Comme Congar le met dans la bouche de Monseigneur Marty, les évêques ont pris goût à se voir. Mais ce qui frappe aussi, tout à l'heure vous disiez qu'il y avait un legs, une tendance bureaucratique aussi, avez-vous dit. Ce qui frappe également, c'est le nombre des organismes déjà en place, en fait. Et lorsque, dans son rapport en juin 1964, Monseigneur Veuillot, qui, à ce moment-là, coadjuteur du cardinal Feltin, fait un rapport au Conseil permanent, il note précisément cette grande diversité, cette importance numérique, et en même temps, il se dit un peu paralysé pour changer les choses. Et je dirais que ce mélange de justesse dans le diagnostic, mais d'indétermination dans l'action, est sans nul doute, je dirais, l'une des plus sûres constantes depuis un demi-siècle de l'organisation de l'épiscopat français. Donc là, on est en 64, bien sûr, avec la création de la conférence, la fin de l'œuvre préparatoire d'Iliénard et également Monseigneur Guéry qui dit auparavant il y avait des évêques, aujourd'hui il y a un épiscopat. Voilà au fond un peu le dilemme qui est constant. Et les statuts sont votés en novembre 65, établis pour une période de 5 ans normalement. Et l'article 1 du règlement dit que le Conseil des cardinaux choisit en son sein celui qui exercera en son nom, de façon permanente, les fonctions de président de l'Assemblée. On peut voir là, d'une certaine façon, une forme de reconnaissance du rôle joué par l'ACA. Voilà, donc là, on a la conférence des évêques de France, la première conférence en fait, qui a eu lieu à Lourdes en 1966, et les statuts. On reconnaît bien sûr le rôle du Conseil des cardinaux, le Conseil permanent, le bureau d'études doctrinales, et j'aurais dû ajouter et pastoral, le nombre des commissions, 13, des comités, 8, le rôle des régions, qui n'est pas indiqué ici, mais qui est important parce que les régions sont représentées au Conseil permanent, précisément, et les secrétariats, le secrétariat général, bien sûr, qui est désigné par l'Assemblée plénière sur présentation du Conseil permanent et qui relève directement du Conseil permanent, et 7 secrétariats généraux. Donc vous voyez, au fond, 2 observations à ce niveau-là, des structures assez lourdes, largement héritées donc de l'ACA, et également une grande médiatisation de l'événement. En 1966, on en retrouve la trace dans des articles relativement substantiels, dans la Croix bien sûr, mais également dans l'Humanité, dans Paris Match. Robert Serroux a pour sous-titre « Au petit concile de Lourdes, l'épiscopat français au complet met en route l'Église du XXIe siècle ». Et dans l'Express, Georges Suffert offre 4 pages à ses lecteurs sous le titre « Les technocrates de l'Église ». Donc des statuts qui sont adoptés ad experimentum, mais où commencent déjà à émerger des idées de réforme. On entre dans un cycle long de projets dont on peut dire qu'ils sont à la fois contraints et inaboutis. Contraints par de grands bouleversements, dont le premier probablement est l'affaiblissement numérique du clergé, la diminution des ordinations, qui passe de 1700 presque en 1947, en tout cas de 1000, grosso modo, en 1950, à une centaine depuis 1980. Donc là, on a évidemment un élément structurel fondamental, pas seulement pour le clergé diocésain, mais également parce qu'au fond, le clergé alimente également le fonctionnement des commissions. Et il y a là une forme d'appauvrissement, d'amenuisement des ressources disponibles. Et avec aussi, bien sûr, un vieillissement. Vous voyez là, j'emprunte cela à l'article qui a été produit par Lebras et Monique Lefebvre en 1983 et qui a établi au fond un très bon pronostic de ce qui allait se passer
dans les décennies suivantes. On a donc une diminution numérique et également un vieillissement. Je devrais ajouter aussi que les ordinations épiscopales modifient également la composante de la conférence épiscopale. On peut compter à raison de 6 ordinations par an, depuis le milieu des années 60, à peu près 300 ordinations épiscopales. Ça veut dire à la fois un apprentissage du métier, bien sûr, mais également des strates générationnelles qu'a étudié Frédéric Lemoigne et qui, au fond, ce changement va contribuer également à des formes de clivage, à des formes de sensibilité différentielle. Projet contraint donc, mais également inabouti. Là, je pense que les évêques se sont montrés très attentifs au conseil de Boileau. Hâtez-vous lentement et sans perdre de courage, 20 fois sur le métier. Je dirais que depuis plusieurs décennies, il y a 2 enjeux majeurs qui sont intimement liés et qui animent la réflexion sur les structures de la conférence épiscopale. Les rapports entre l'évêque diocésain et l'instance nationale, bien sûr, et la question de la simplification des structures et de l'allègement des missions nationales. La question des rapports entre l'évêque et l'épiscopat, là, il y a une déclaration de Monseigneur Huyghe en 69. Vous voyez, on est 3 ans après l'approbation des statuts par Rome et 4 ans après le vote. Et au Conseil permanent, il critique au fond le caractère verticaliste, pyramidal. Le plus urgent, au fond, c'est de nous aider à devenir de plus en plus des évêques plutôt qu'un épiscopat. Répondre à des problèmes concrets quand ils se posent, comme ils se posent et avec qui ils se posent. On a quelque chose là qui sonne d'autant plus actuel que les propositions, à ce moment-là, de Monseigneur Huyghe, eh bien, c'est qu'au lieu d'une assemblée annuelle d'évêques et de commissions épiscopales, je souhaiterais, dit-il, une institution synodale permanente. Et le cardinal Marty, au moment de quitter la présidence en 1975, déclare sans note devant l'Assemblée plénière, « Si je n'avais pas été président l'an dernier, je crois bien que j'aurais donné un coup de hache. » C'est au moment du vote des seconds statuts, 1975. Et donc, l'observateur, au fond, est frappé à la fois par la relative similarité des objectifs poursuivis par les projets dont je vais parler maintenant, dont les mots-clés sont transversalité, mutualisation, réactivation, autorité de service, et le caractère relativement limité des résultats quand il ne s'agit pas d'un échec, mais évidemment, c'est de ma part une interprétation, et je suis prêt, bien sûr, à écouter toutes les réserves ou toutes les critiques. Je retiens ce que je crois être les 3 principaux projets parfois développés sur plusieurs années. Le projet de 1978, de 99-2005 et également de 2018. Le projet de 1978, il est lancé par le père de Foix, secrétaire général, et Monseigneur Thomas donne son accord au père de Foix pour participer au projet, mais dénonce ce qu'il appelle la hiérarchie parallèle que constituent les secrétaires des organismes nationaux. Il écrit à Monseigneur Frételière « L'appareil devient de plus en plus important que la hiérarchie. Les techniciens plus dignes de foi que les responsables, nous consumons nos énergies à des merdes. » Et Monseigneur Raymond, qui est évêque, qui fait partie également de ce groupe évêque auxiliaire de la Mission de France, propose, avec l'appui du secrétariat général, une refonte des commissions qui sont désormais réduites à 9 et surtout entrecroisées. Donc il y aurait 3 commissions nationales, écoute et accueil de la vie des hommes, témoignage et annonce de l'Évangile, vie en Église, croisées avec 6 commissions spécialisées, monde ouvrier, monde rural, monde indépendant. Là on voit l'importance évidemment de l'action catholique, et également clergé diocésain, état religieux, clergé interdiocésain, sur lequel d'ailleurs s'interroge le père de Foix, qui trouve que c'est peut-être pas l'élément le plus pertinent, mais l'important de retenir, c'est précisément cette synergie, cette mutualisation, cet entrecroisement entre le général et le spécialisé. Et un mois plus tard, le compte-rendu du Conseil permanent de 78 ne laisse place à aucun doute quant au faible degré de recevabilité et de faisabilité du projet.
je cite, « Il se trouve que les schémas concrets de réforme ont fait peur et ont court-circuité la réflexion. Il y a comme un réflexe de défense, chacun y a vu d'abord des inconvénients. » Deuxième projet, celui de 99-2005. Une nouvelle réforme est entreprise en 92 qui aboutit à l'Assemblée de 94 à un début de simplification, le passage de 16 commissions à 10 par exemple, et celui des postes de responsabilité nationale des évêques de 200 à une centaine. Et lors de la présentation de cette réforme devant la presse, Monseigneur Cornet, qui anime le groupe de travail, dit sans phare qu'il est chargé de présenter le, je cite, serpent de mer. C'est donc dire aussi l'importance qu'occupent ces questions de statut, mais de la difficulté également de les conduire. Mais ce n'est qu'une amorce. Et dans son allocution d'ouverture de l'Assemblée plénière de 98, le président de la conférence, Monseigneur Billet, cet amphithéâtre porte son nom, commence par ces mots « Faut-il réformer la réforme ?» Je veux dire la réforme des structures. Et donc un grand projet est engagé dès 99, qui est conduit par un comité de pilotage mené par Monseigneur Pontier, qui est à ce moment-là vice-président de l'Assemblée, de la conférence, et auquel participe le père Stanislas Lalanne, secrétaire général de l'épiscopat. C'est un long processus de 5, 6, 7 ans qui est engagé là, et dont on a ici le calendrier. Vous voyez, je ne le mets pas là pour le lire, mais l'important, c'est que vous voyez que finalement, c'est très organisé. J'emprunte ce document à un document qui est distribué en assemblée plénière en 2004, et on voit que ce qui est en rouge, du 11 au 13 mai 2004, assemblée plénière de la conférence dédiée à la réorganisation. C'est la première conférence de printemps, d'ailleurs, assemblée de printemps, qui va durer 2 jours et demi, consacrée totalement aux questions de statut. Et le 13 mars 2002, Monseigneur Ricard, président de la conférence, écrit à l'ensemble de ses confrères pour solliciter leur aide et leur participation à la réflexion sur un nouveau fonctionnement de notre conférence épiscopale. Cette question n'est pas nouvelle, dit-il. Certains ont l'impression que, tel le monstre du Loch Ness, elle ressurgit régulièrement des eaux. La première étape est intéressante. Elle consiste au remplacement des 9 régions par 15 provinces. Là, il y a un enjeu important, double enjeu en quelque sorte. C'est que les régions auparavant étaient représentées au Conseil permanent. Avec 15 provinces, il n'en est plus question. Trop nombreuses. Le deuxième impact est très important. Lorsque l'Assemblée des cardinaux et archevêques a créé les régions en 1961-62, elle a fait échapper la désignation de son responsable au Vatican, au Saint-Siège. Donc c'était d'abord nommé par l'ACA, mais ensuite élu. Là, à partir du moment où on recrée des provinces, le responsable de la province, précisément, statutairement parlant, est nommé par Rome. Vous voyez qu'au fond, il y a un problème de pouvoir déjà là qui est très sensible. Et donc, ces double impacts-là, me semble-t-il, mais l'un des évêques que j'ai rencontré dans mon enquête m'a dit, membre du Conseil permanent, Rome n'aime pas les élections. Donc, on a le changement, les 9 régions. Vous voyez qu'il y a des régions qui sont très, très importantes. La région du Nord, là, vous voyez, fait 13 évêchés. Et dans la nouvelle configuration, il n'y a plus que 3. Et c'est un point qui est relativement important dans la collaboration. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de président élu, il n'y a plus de secrétaire élu. Et donc, le risque, c'est un amenuisement, au fond, de l'activité interne. La seconde étape, c'est la réorganisation du fonctionnement de la conférence. Plusieurs dispositions sont prises, je passe vite, notamment le passage d'une assemblée plénière annuelle à au moins 2, première de printemps en 2004, l'élection d'un second vice-président, donc une composition plus légère du Conseil permanent, je viens de l'évoquer, avec une représentation selon l'importance démographique des diocèses, 3 sièges, et l'ancienneté dans l'épiscopat, également 3 sièges. Le passage de 2 à 4 secrétaires généraux adjoints, maintenant 5. Et le rassemblement en un lieu unique. Et au fond, l'idée, c'est qu'il y a des dizaines d'implantations des services de l'épiscopat. Et donc, il faut trouver un immeuble de l'ordre de 5 à 6 000 m² qui permette d'accueillir l'ensemble des services et donc d'assurer aussi sans doute une mutualisation et peut-être aussi une certaine visibilité politique, je dirais. Sociale, en tout cas. Nous y sommes, voilà. Et
il y a là des éléments qui sont, me semble-t-il, très intéressants à prendre en compte dans l'organisation interne. Mais la disposition la plus novatrice, la plus structurante du projet est mise en échec, c'est l'idée de la constitution de 6 départements dont l'objectif est de décloisonner le travail, de mobiliser les énergies et d'assurer une meilleure réactivité également pour traiter des questions nouvelles. Au fond, échapper un peu aux commissions traditionnelles pour innover sur le plan thématique et sur le plan de la mobilisation des évêques. Mais devant les réserves qui sont exprimées, notamment en 2004, eh bien, le projet est abandonné, mais à la place est créé, je dirais peut-être par compensation, c'est une interprétation, le comité études et projets, qui est une cellule prospective appelée à se montrer attentive aux formes nouvelles d'évangélisation, et donc qui continue à fonctionner, qui continue à produire. Mais malgré tout, Monseigneur Pontier s'est estimé à parler d'un avis de décès du système pyramidal. Ça, c'est évidemment une interprétation qu'on peut discuter, bien sûr, parce qu'au fond, la structure générale n'est pas vraiment touchée. C'est la 3e version des statuts, après celle de 1966 et celle de 1975, où on voit que le comité études et projets, dont l'ensemble des membres sont élus par l'Assemblée, et le président également à la suite, est chargé de travailler avec des groupes. Je passe très vite sur le projet de 2018. Je dirais qu'il a beaucoup de ressemblances avec le projet de 2003, 2004, 2005. Il a pour objectif de créer également là on n'appelle pas ça des départements, mais des pôles. Et au fond, le projet va échouer au moment du vote. Il lui manque 6 voix pour aboutir, pour des raisons qui sont liées peut-être à la peur que représente la présidence d'un pôle, peut-être aussi à l'importance supplémentaire attribuée au Conseil permanent. Mais tout cela, bien sûr, ça demande discussion. Mais l'important, me semble-t-il, c'est de voir qu'au fond, il y a une quasi-intangibilité des structures d'organisation au niveau des commissions. Et ça interroge peut-être aussi sur la faible interconnaissance et une mauvaise connaissance de l'état d'esprit, au fond, des membres de la conférence pour comprendre à l'avance comment va évoluer, comment va se comporter les électeurs, les votants. Deuxième dimension, la conférence comme acteur central de l'Église catholique. La conférence est une instance où on travaille beaucoup. L'activité du secrétariat général, des instances nationales, déjà j'ai compté qu'en 1964, Monseigneur Gouet a adressé 1200 lettres, sans compter bien sûr l'ensemble des autres activités. L'ordre du jour des assemblées plénières également. L'évolution budgétaire, qui est un indicateur intéressant. Et vous voyez qu'on passe entre 67 et 77 pratiquement avec un doublement, puis un triplement pratiquement jusqu'en 87 et une augmentation très sensible de l'activité et donc de la surface en termes de financement des activités de la conférence. On peut le mesurer également au vu des grands comptes rendus, des principaux comptes rendus dont vous connaissez certainement, et certains vous parleront. Église, signe du salut, construire l'Église ensemble, tous responsables dans l'Église, proposer la foi dans la société actuelle. Donc l'Assemblée plénière occupe une place centrale et on en a une trace, par exemple, dans le livre de Stanislas Lalanne, dans Un évêque se confie. C'est toujours une joie pour moi de participer à l'Assemblée plénière. C'est l'une des façons dont nous exerçons et montrons au monde une collégialité effective et affective. Mais peut-être plus affective qu'effective quelquefois. Et au terme de son second mandat, en 1987, Monseigneur Vinet dresse un bilan qui a sans nul doute valeur plus générale. Il évoque l'esprit de la qualité des relations qui se manifestent, je cite, dans ce temps fort de convivialité et de co-responsabilité que sont les assemblées plénières, ajoutant « d'autres plus doués, mieux connus, plus médiatiques, auraient fait ou feront mieux que je n'ai pu faire dans l'accomplissement de cette responsabilité pour lequel j'ai d'ailleurs été beaucoup aidé ». Et là, je pense qu'une allusion a été faite, bien sûr, au cardinal Lustiger, dont la figure charismatique a été quelquefois un peu encombrante
dans l'organisation des travaux. Et si je m'en tenais à trois dossiers importants dans cette activité-là, mais je ne vais pas les développer, bien sûr, il y a le traitement de la crise du clergé, il y a l'Action catholique, qui a donné lieu à un rapport intéressant, provoquant, je pourrais dire, du père de Foix, comme secrétaire général. C'est le seul rapport du secrétaire général, je crois, qui a été présenté en assemblée plénière, et également la lettre aux catholiques de France. Il faudrait aussi, bien sûr, parler de l'ouverture au champ politique, avec notamment la création d'une instance, ce qu'on appelle l'instance Matignon, par négociation entre le vice-président devenu ensuite président, Monseigneur Ricard, et le cabinet de M. Jospin, Premier ministre, chef du gouvernement, pour établir au fond des relations suivies à partir de 2002 entre la conférence et le gouvernement. Et je ne parle pas, bien sûr, également de la conférence de M. Macron, qui a été un élément important, notamment à quelques mois de la remise de la publication par le groupe de travail sur la bioéthique, sur la dignité dans la procréation. Troisième et dernière dimension, comment s'exerce la fonction d'intermédiation ? La question, au fond, c'est celle d'abord du rapport entre l'évêque et Rome. Des rapports personnels, par la nomination, par le serment, depuis le 1er juillet 1987, mais aussi par les études qu'on y fait. À peu près un tiers, un quart des évêques ont passé un diplôme, une maîtrise ou un doctorat à Rome, mais également la transformation de la fonction épiscopale, et là, notamment au travers des synodes. C'est un dessin de 1990, au moment où les synodes sont relativement importants en France. Et je dirais que l'élément le plus important, peut-être, qui court dans cette période-là, c'est la publication, mais je n'insiste pas parce que ça sera retraité certainement demain, la publication de la lettre apostolique Apostolos Suos sur la conférence des évêques, et qui, au fond, impose un certain nombre de règlements, notamment en termes de vote, aux conférences épiscopales, et dans les statuts de 2006, il y fait référence 5 fois. Et là, on pourrait bien sûr mettre en débat, notamment sur je vais juste le montrer, le débat entre le Père Legrand, par exemple, qui dit qu'au fond, il y a là un considérable unilatéralisme doctrinal, et le cardinal Heyt, qui au contraire prend la défense de cette lettre apostolique et de ce motu proprio. Quelques mots de conclusion. Je dirais que, au fond, les forces et les faiblesses de l'épiscopat français, qu'on peut considérer comme une oligarchie peut-être, eh bien, les défis sont en forme de ressources peut-être. Je dirais 2 défis simplement, pour conclure. Le défi que représentent les abus sexuels commis par des membres du clergé, que beaucoup mettent en rapport avec un fonctionnement trop clérical. Et vous avez pu noter que du 21 au 24 février 2019, autour du pape ont été réunis à peu près 200 participants, dont 114 représentants de conférences épiscopales. Pour le pape François, le noyau dur de la question n'est pas de l'ordre de la sexualité, mais réside dans la défaillance des autorités à protéger les mineurs et les personnes vulnérables. Et je dirais que le deuxième défi, c'est celui de la synodalité. Dans leur texte d'octobre 2016, les membres du Conseil permanent, le texte s'intitule « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique », ils écrivent « L'ordre normatif ne vient plus d'en haut, mais d'une mutualisation des liens horizontaux. » Et un certain nombre de mes interlocuteurs évêques ont souhaité que finalement, cette invitation fonctionne aussi au sein de l'Église. Et tout à l'heure, j'évoquais le comité études et projets qui a été créé en 2005-2006, qui est présidé maintenant par Monseigneur Ulrich, archevêque de Lille, peut-être votre prochain président d'ailleurs, qui a réuni un séminaire du 13 au 15 décembre 2018 et qui a précisément
travailler sur la synodalité avec l'objectif, je cite, de proposer au Conseil permanent et à l'Assemblée plénière un constat sur la nécessité de la synodalité, de point ce qui existe déjà et ce qui peut se vivre à tous les niveaux. Alors, en définitive, gouvernance ou gouvernement, je dirais qu'au fond, ce qui est en train de se construire ou de se défaire ou de se refaire, ce sont des liens de confiance. L'un des responsables nationaux de la conférence m'a dit, paradoxalement, une conférence des évêques est beaucoup de choses et n'est pas grand-chose. Je croyais entendre Sieyès, au fond, sur le tiers-État. Sa mission est une mission pastorale et son autorité, une autorité de service. Ça, c'est statutaire, au fond, c'est inscrit. Et les enjeux actuels m'amènent à évoquer peut-être le livre d'entretien de Monseigneur Albert Rouet, ancien archevêque de Poitiers, « Les chances d'un christianisme fragile ». Merci.